The Assembly will hear an address by His Excellency John Dramani. Nous allons maintenant entendre une allocution de John Dramani Mahama, président de la République du Ghana. J'invite les services du protocole à l'escorter. On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations Unies à son Excellence John Dramani Mahama, président de la République du Ghana. Je l'invite à prononcer son allocution. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général, chers collègues, Mesdames et Messieurs, le changement est devenu un thème récurrent dans le paysage social et politique d'aujourd'hui. Nous parlons de la nécessité de changer les attitudes, les comportements, les lois. Nous parlons de la nécessité d'impulser le changement dans les domaines des droits de l'homme et de la justice sociale, l'éducation et l'administration de la santé. La notion de changement est une constante dans nos vies en tant qu'êtres humains et en tant que citoyens du monde. Mais la question est de savoir si le changement signifie systématiquement progrès. Il y a un ancien proverbe que vous connaissez tous, j'en suis persuadée. Il dit « plus les choses changent et plus elles restent pareilles ». Parfois, lorsque j'écoute les informations, ce proverbe me revient à l'esprit et je ne peux m'empêcher d'être envahi par une sensation de déjà-vu, comme si j'avais déjà été là avant. Lorsque j'entends évoquer les prises d'otages et la barbarie des décapitations, il me semble que nous sommes de nouveau en 2004, en Irak. Lorsque j'entends évoquer Israël et Gaza, il me semble que c'est de nouveau 2005 et qu'Israël a lancé l'opération Pluie d'été, suivie immédiatement par l'opération Nuages d'automne. Les victimes dans la bande de Gaza se comptaient par centaines et nombre de ces victimes étaient des enfants. Quand j'entends parler de la brutalité de la police aux États-Unis contre un homme noir non armé, sans défense, j'ai l'impression de revenir à 1999 lorsque Amadou Diallo, un jeune homme de 23 ans d'origine guinéenne, a reçu 19 coups de feu par 4 agents de police à New York, ou en 1991 lorsque Rodney King a été passé à tabac brutalement par 5 agents de police à Los Angeles. Ces deux incidents avaient causé une indignation incroyable, comme l'a été l'assassinat de Michael Brown, un jeune homme de 18 ans à Ferguson, à Missouri. Les manifestations portaient le message suivant: pas de justice, pas de paix. Ces événements indiquent-ils une régression de notre monde? Est-ce que le caractère familier de ces événements auxquels nous assistons dans le monde signifie que malgré les changements que les individus et les organisations essayent d'impulser, nous n'avons réalisé aucun progrès aussi peu? J'aimerais croire que ce n'est pas le cas. J'aimerais croire que ces événements récents ne sont que des revers qui nous motiveront à trouver des solutions plus durables. Ce ne sont que des reculs sur le cheminement sinueux du progrès véritable. Dag Hammarskjöld, qui a servi en tant que deuxième secrétaire général des Nations Unies de 1953 jusqu'à sa mort tragique dans un crash aérien en 1961, avait dit « La quête de la paix et du progrès ne peut s'achever en quelques années par une victoire ou une défaite. La quête de la paix et du progrès, avec ses tentatives et ses erreurs, ses réussites et ses revers, ne peut jamais être abandonnée. » Au cours des derniers mois, depuis le début ou le déclenchement de l'épidémie Ebola en Afrique de l'Ouest, ces mots se sont rappelés à nous dans toute leur signification. Le véritable progrès, en effet, n'est pas tributaire de la victoire ou de la défaite, mais de la persistance ou de la persévérance. Le 15 septembre, en tant que président de la CEDEAO, la Communauté économique des États ouest-africains, je me suis rendu au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée. Les 3 pays qui sont le plus affectés par l'épidémie d'Ebola. Ce sont des pays qui se relevaient à la suite d'un conflit.
Les guerres civiles avaient secoué le Libéria et la Sierra Leone. Guerres qui ont également affecté la Guinée qui partage des frontières avec ces deux pays. Ce sont des pays qui luttaient pour reconstruire leurs infrastructures sociales et économiques. Même après l'épidémie Ebola, ces pays qui avaient déjà des ressources limitées n'avaient pas suffisamment d'installations de traitement et une pénurie de personnel médical qualifié. Jusqu'à présent, 5 843 cas ont été recensés, dont 2803 décès. Selon l'OMS, si la maladie n'est pas maîtrisée, le nombre de cas pourrait s'élever à 20 000, et ce, en novembre. Alors, ce virus est dangereux parce qu'il compromet les élans qui existent au cœur même de notre humanité. Le fait de se rassurer les uns les autres, de donner de l'amour à son prochain, de se toucher, de maintenir la dignité de nos proches, même dans la mort, avec les rituels funéraires. Voilà pourquoi Ebola est une maladie de l'isolement. C'est une maladie qui fait que les proches ont peur de s'embrasser les uns les autres. Les professionnels de la santé ont peur de prendre soin des patients. Et les rites mortuaires qui ont toujours été respectés dans les communautés sont aujourd'hui source de peur. Aujourd'hui, les victimes sont simplement transportées dans un sac et ne sont pas enterrées comme les communautés le voudraient. Souvent, les individus touchés par la maladie sont isolés, ils sont mis en quarantaine par leur communauté. Et la lenteur de la riposte de la communauté internationale fait que ces personnes souffrent seules. Lorsque je me suis rendue dans les 3 pays touchés par la maladie, j'ai été choquée parce que je me suis rendu compte que les aéroports étaient complètement vides. Ebola n'est pas un problème libérien, n'est pas un problème sierra-léonais ou guinéen. Ce n'est pas un problème qui concerne uniquement l'Afrique de l'Ouest. Ebola est un problème mondial parce que c'est une maladie qui ne connaît aucune frontière. Nous pouvons nous permettre de laisser la peur nous isoler. L'on ne saurait laisser la peur compromettre la nature même de notre humanité, celle qui permet de préserver notre humanité. Nous devons éradiquer la stigmatisation. Le Ghana a par conséquent proposé que notre capitale Accra soit utilisée comme la base des opérations pour les activités d'endiguement de la maladie. Et je voudrais saluer aujourd'hui le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, et le Conseil de sécurité qui ont décidé de mettre en place la mission des Nations Unies pour l'action d'urgence contre l'Ebola. Je remercie également le président Barack Obama et le peuple américain pour l'engagement immense pour lutter contre cette maladie. La maladie est transmise par le contact avec les fluides corporels, comme nous le savons. On nous a dit que les changements de comportement et de pratique permettraient potentiellement de réduire, sinon d'éliminer, l'exposition au virus. Mais en réalité, le virus Ebola a pu se propager très rapidement en Afrique de l'Ouest, car il était exposé à la fluidité même de nos frontières. La libre circulation des populations, des personnes, donc des biens, des services dans notre sous-région est quelque chose que nous n'avons eu de cesse de promouvoir à la CEDEAO, et ce, depuis des décennies. Cela permet l'interaction et des échanges accrus entre les 15 États membres de notre sous-région. Mais cette fluidité peut également permettre la libre circulation des maladies, des drogues, des armes, des trafiquants et des terroristes, si nous ne prenons pas les mesures qui s'imposent. Malheureusement, l'Afrique est particulièrement vulnérable face au terrorisme. En raison de la taille du continent,
les terroristes peuvent se cacher et se créer des fiefs. Plus de 60% de la population africaine est âgée de moins de 35 ans et un nombre considérable vit dans la pauvreté la plus abjecte. Mais les terroristes ont également la possibilité, dans ces conditions, de recruter de nouveaux membres en exploitant l'ignorance et les désillusions des jeunes désœuvrés qui n'ont pas de compétences, d'éducation ou de possibilités d'emploi. La prolifération de la technologie a fait que les zones les plus reculées du continent sont aujourd'hui accessibles très facilement. Cela facilite la communication entre les cellules terroristes et entre les organisations terroristes. Il serait trop simpliste de dire aujourd'hui que nous avons affaire à une seule organisation terroriste. Elles sont très nombreuses. Il y a Boko Haram, Al-Shabaab, Ansar el-Din, Al-Qaïda, Hezbollah, les talibans, le IL et plus récemment le groupe Khorasan. Grâce à l'assistance et la coopération qui les unit, ces groupes sont aujourd'hui les tentacules d'un seul et même organisme. Nous devons donc nous rassembler en tant qu'organes cohérents, unis dans notre combat pour notre liberté et nos valeurs. Nous aussi, nous devons communiquer, nous devons coopérer, nous entraider afin de lutter contre cette menace commune. Monsieur le Président, depuis le déclenchement de la récession mondiale, la croissance économique ne cesse de décliner et les populations sont de plus en plus pessimistes quant à leur avenir. Ce mois-ci, le Centre de recherche Pew a publié les résultats d'une enquête menée dans 44 pays au printemps 2014, enquête qui visait à évaluer l'opinion des populations quant aux grands changements survenus dans le monde. D'après les résultats, une moyenne mondiale de 69% des personnes interrogées n'est pas satisfaite de la manière dont les choses évoluent dans leur pays. Les préoccupations exprimées portent sur l'inflation, le chômage, les inégalités de revenus et la dette publique, entre autres questions. Mon pays ne fait pas exception en la matière. Au cours de l'année passée, les populations ont connu une augmentation des prix, la chute des cours des denrées et des produits de base a conduit à une chute de nos recettes fiscales et à un déclin des exportations. Cela a contribué à une instabilité macroéconomique importante, ce qui exerce une pression considérable sur notre monnaie. Au cours des 22 dernières années, les Ghanéens ont connu une amélioration constante de leurs conditions de vie. Un retour à la démocratie, à l'état de droit, 6 élections réussies, des transitions de pouvoir non moins réussies. Aujourd'hui, le Ghana est un exemple pour d'autres nations africaines. La stabilité a inspiré la confiance des investisseurs et a permis de stimuler la croissance. Et le Ghana est devenu l'un des pays dont la croissance est la plus forte dans le monde. Mais cela ne fait pas que nous sommes à l'abri des difficultés économiques. Bien au contraire, l'instabilité sur les marchés des produits de base et des matières premières ont une conséquence directe sur nos budgets. La récession mondiale a exposé les faiblesses macroéconomiques. Nous devons donc aujourd'hui mettre en place les institutions les plus efficaces pour la gestion économique, des institutions qui favoriseront la résilience et qui permettront d'absorber les chocs économiques mondiaux. Les anxiétés, les préoccupations de notre population sont compréhensibles. À l'instar de nombreux autres pays africains, le Ghana a connu des temps sombres sur le plan économique. Et nous avons eu peur de la régression, ce qui est tout à fait compréhensible, mais il ne s'agit que d'un recul léger. Les mesures que nous avons adoptées portent déjà leurs fruits. Ce mois-ci, d'ailleurs, le Ghana a surpris ses critiques les plus acerbes lorsque nous avons lancé le 3e eurobond pour un montant de 1 milliard de dollars. Ce qui constitue un retour de la confiance des investisseurs dans les perspectives de l'économie de mon pays. Cette confiance a d'ailleurs conduit à une appréciation de notre monnaie nationale. Au cours des 2 dernières semaines, le cedi a en effet connu une appréciation significative par rapport aux autres monnaies. L'an dernier, lorsque je me suis adressé à vous ici, j'ai expliqué que nous ne voulions pas de compassion, nous voulions des partenariats, la capacité pour nous de prendre en main notre propre destinée. Et pour nouer un tel partenariat, nous avons lancé des discussions avec le FMI.
afin de procéder à une auto-évaluation pour la mise en œuvre des changements dans la quête d'un véritable progrès. Le Ghana et le FMI ont évolué et ce partenariat aujourd'hui peut nous apporter la transformation qui permettra de passer du rang de pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure vers le statut de pays à revenus intermédiaires. Nous allons marquer le 20e anniversaire de la Conférence mondiale sur les femmes qui s'est tenue à Beijing en 1995. Et je voudrais noter ici avec beaucoup de fierté que nous marquerons aussi au Ghana le 40e anniversaire de la mise en place du Conseil national sur les femmes et le développement, qui est aujourd'hui, qui porte aujourd'hui le nom de département de l'égalité entre les sexes. Le Ghana s'est toujours attaché à améliorer les conditions de vie des femmes et mon administration a fait de cette question une priorité. Notre administration, notre gouvernement a en effet le nombre le plus élevé de femmes désignées à des postes de responsabilité. En effet, plusieurs membres du cabinet ministériel sont des femmes et elles détiennent également des postes de très haute responsabilité dans l'administration. Et j'espère que cela nous permettra d'atteindre notre idéal. Nous avons soumis au Parlement un projet de loi qui permet à une épouse de ne pas être dépossédée des actifs de son époux lorsque celui-ci décède. Aujourd'hui, nous voulons qu'une épouse puisse avoir une portion équitable de l'héritage. Nous avons également d'autres lois qui visent à protéger et à donner plus d'autonomie aux femmes. La loi sur la lutte contre la violence conjugale, la loi contre la traite des êtres humains, la loi pour la discrimination positive et une politique pour l'égalité entre les sexes, entre autres. Cette année, nous avons également une autre préoccupation. Nous réaffirmons notre position concernant l'embargo qui a été imposé à Cuba depuis plusieurs décennies. N'oublions pas aussi les colonies dans les territoires palestiniens. Nous avons toujours exprimé notre soutien pour la solution à 2 États à ce dossier, pour que les 2 États puissent coexister de manière pacifique. Cette année, Monsieur le Président, le problème des inégalités et des menaces que constituent les inégalités pour la quête de la paix mérite notre plus grande attention. Et j'aimerais également attirer votre attention sur l'intolérance religieuse. En effet, toutes les religions appellent à la compassion, à la tolérance, à la paix et à l'amour. Mais l'utilisation des dogmes religieux et des extrémismes est aujourd'hui monnaie courante en tant qu'arme de la violence. En cette époque de terrorisme et de troubles politiques, de conflits nationaux, régionaux et ethniques, il pourrait être tentant d'utiliser les actions de quelques-uns pour justifier les préjugés imposés à tous. Il serait tentant de confondre les fanatiques et les pieux. Mais ceux d'entre nous qui ont une vision de la paix et de la justice ne devraient pas céder à ces tentations. L'histoire nous a toujours montré que le changement du monde commence par le pouvoir que détiennent les populations, des individus ordinaires, ou dans les termes de l'un des plus grands prêcheurs de la non-violence, Mahatma Gandhi, il a dit « Vous devez être le changement que vous voulez voir émerger dans le monde ». Aujourd'hui, nos frères et sœurs juifs célèbrent Rosh Hashanah, leur nouvel an, et je leur dis aujourd'hui à cette occasion la Shana Tova. La semaine prochaine, nos frères musulmans vont célébrer l'Eid el-Adha, le festival du sacrifice. Aujourd'hui, je leur dis Eid Mubarak. Et à vous, Monsieur le Président, je vous dis merci pour l'occasion qui m'est donnée d'intervenir devant vous. Merci de votre attention. On behalf of the General Assembly, au nom de l'Assemblée générale, j'aimerais remercier pour son allocution et j'invite les représentants à rester à leur place pendant que nous saluons le Président.